FM. Ahmed Elki. Ahmed, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Votre rendez-vous quotidien avec la rédaction de Beurre FM, 19h, le journal Beurre FM de Nadir Djenad, 19h15. Tout de suite après le journal, votre forum débat quotidien. Vous pourrez intervenir comme d'habitude au 01 48 060 060 ou au 08 92 68 10 67. La dénonciation de l'invisibilité des Noirs, le manifeste des indigènes de la République, la polémique sur le racisme des casseurs, l'appel contre le racisme anti-blanc. Quelles sont les raisons d'un tel bouillonnement au sein de la société française? Un bouillonnement qui ne nous empêchera pas ce soir d'avoir un débat serein autour de l'identité républicaine aujourd'hui. Quelle identité républicaine aujourd'hui? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Youssef Boussouma, membre du collectif initiateur de l'appel Nous sommes les indigènes de la République, et monsieur Alain Finkielkraut, philosophe et écrivain, signateur de l'appel dénonçant des ratonnades anti-blancs. Vous pourrez intervenir tout à l'heure après cette première partie pour poser vos questions à nos invités. Tout d'abord, après tirage au sort, monsieur Youssef Boussouma commence à nous expliquer les raisons de l'appel des indigènes de la République. Dans quel contexte se situe cet appel? C'est à vous. Oui, alors bonsoir aux auditeurs d'abord, et très heureux d'être sur Beurre FM. Alors cet appel, les indigènes de la République, est un appel qui est né à l'initiative de dizaines d'associations et de militants, ou d'individus simplement, qui ont décidé que ce pays devait connaître un autre avenir que la ségrégation, que la relégation, que l'opprobre jeté contre des populations entières, et que ce pays et les populations qui l'habitent méritaient autre chose que la haine distillée par un système qui désormais exclut. Exclut des écoles, exclut du travail, exclut de la vie, ou de la survie plutôt. Voilà. Donc cet appel est un appel à autre chose. C'est un appel à une véritable révolution culturelle, à une révolution des mentalités. Et cet appel est dirigé pour, pas contre. Bien sûr, contre un système qui, désormais, connaît des ratés, bien évidemment. Ratés que tout le monde constate. Il y a un certain nombre de rapports officiels. Un système qui, aujourd'hui, pose problème et que nous entendons réformer pour le bien de ce pays, pour le bien de l'apaisement général. Monsieur Alain Finkielkraut, est-ce que l'appel dénonçant le racisme anti-blanc vient pour être en face ou contre cet appel des indigènes de la République? Non. Ce phénomène, si vous voulez, du racisme anti-blanc existe depuis longtemps, et à niveau mondial, par exemple. Nous avons été contraints de prendre acte du fait que l'Occident n'avait pas le monopole du racisme et de l'exclusion. Et si l'on admet que le racisme est une stratégie du bouc émissaire, on reporte toutes les difficultés d'une société sur une victime coupable seulement d'être différente, alors il faut constater que cette stratégie est utilisée parfois par l'Occident et parfois contre lui. En Afrique, par exemple, Robert Mugabe fait preuve de racisme anti-blanc pour dissimuler à sa propre population qu'il a ruiné le joyau de l'Afrique. Et ce phénomène existe aussi en France. Et par conséquent, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que des Blancs doivent maintenant se défendre contre les Noirs. Ça veut dire que la solidarité des victimes de l'exclusion et du racisme est tout entière à construire. Nous devons faire notre deuil de Dupont-Lajoie. Dupont-Lajoie, c'était celui qu'on considérait comme le sujet unique du mal.
procédaient de lui le racisme, l'antisémitisme, la misogynie, la xénophobie et l'homophobie. Eh ben non, tout ça a explosé. Le racisme à différentes sources, la solidarité, le partage des soucis est tout entier à construire. Voilà le sens de cette pétition. Alors, rappelez que tous les hommes, quels qu'ils soient, peuvent être racistes, est une évidence qu'on ne saurait vous contester, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel des indigènes de la République ? J'en pense, en effet, plutôt du mal. Plutôt du mal parce que je ne crois pas que ce soit simplement un appel contre la haine. C'est un appel extrêmement violent et qui prend de grandes libertés avec le réel. D'abord, il est violent contre le réel. Je trouve que c'est une agression contre la réalité que de dire que la loi anti-foulard, ce n'est pas une loi anti-foulard d'abord, c'est une loi contre les signes religieux ostentatoires à l'école. Je pense que c'est une agression contre la réalité que de dire que c'est une loi d'exception aux relents coloniaux et qu'elle est discriminatoire, sexiste et raciste. Et d'ailleurs, la cible de cette phrase, c'est qui ? Faut quand même pas se leurrer. C'est pas simplement ce système républicain abominable, c'est ni pute ni soumise. Voilà, parce que si vraiment cette loi est discriminatoire, sexiste et raciste, ni pute ni soumise est un mouvement sexiste et raciste. Et il faut aussi se souvenir, j'en aurai très vite terminé, de la gestation de cette loi. Des comités se sont formés, des commissions. Dans ces commissions, les laïcs purs et durs... Mais alors, on ne va pas réduire le débat à la loi sur le foulard, quand même, sur les indigènes de la République et d'autres raisons. Pourquoi dire cela ? D'accord. Alors, la République n'est pas raciste. Si vous voulez, là, on nous dit la République est raciste. La preuve, la loi sur le foulard. Moi, je trouve que cette loi, c'est la preuve du contraire. Du fait que la République est républicaine. N'est pas raciste en ce moment, elle ne discrimine pas, elle ne n'exclut pas. Non, la République, c'est pas le socialisme. La République, ce sont des lois. Ces lois ne sont pas discriminatoires. Que précisément, il y ait dans notre monde, dans ce monde-là, des gens qui tournent la loi, qu'il y ait de la xénophobie et de l'exclusion, je veux bien le croire, mais qu'il y ait dans la République des indigènes, non. D'ailleurs, les signataires, je ne vois pas comment ils pourraient être indigènes puisqu'ils sont chercheurs. Alors, comment peut-on être chercheur et indigène ? Youssouf Boussouma pour vous répondre. Youssouf Boussouma. Tout d'abord, j'aimerais dire que le joyau de l'Afrique dont parle monsieur Finkielkraut, le Zimbabwe, il faut être noir et avoir vécu ce qu'est l'apartheid pour oser dire que le Zimbabwe était le joyau de l'Afrique. Parce que, alors là, on en arrive vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai entendu, M. Finkielkraut, le dire sur RCJ. Qu'est-ce que Mugabe a fait de ce paradis qu'était le Zimbabwe ? Il faut savoir ce qu'était le Zimbabwe, mais on y reviendra peut-être par la suite. Revenons à l'appel. Je voudrais dire un mot. Oui, non, mais je voudrais que revenons à l'appel. Revenons à l'appel. Un tout petit mot. Ce joyau de l'Afrique, c'était la phrase dite le jour de l'indépendance par le président du Mozambique et celui de la Tanzanie, Robert Mugabe. Tu as entre les mains le joyau de l'Afrique, à toi maintenant d'en prendre soin. Ça ne veut pas dire que la Rhodésie n'était pas un pays raciste. Non, mais on ne va pas parler de l'Afrique. Ce sont le président de Zambie et du Mozambique qui s'expriment en ces termes. Alors, sur l'appel, nos frères africains apprécieront cette phrase. Justement, on veut venir sur le débat national. Avec son mémoire, vous avez mis en avant le colonialisme. C'est un joyau parce que c'est un pays riche. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, monsieur. Que le débat soit constructif, s'il vous plaît, pour nos auditeurs. Donc, le colonialisme, le statut, de nouveau statut d'indigène, comme vous l'avez dit, pour provoquer probablement monsieur Boussouma. Aujourd'hui, en quoi, pour vous, les discriminations, l'exclusion et le signe d'un nouvel indigénat? J'y viens, j'aimerais ne pas être interrompu. Donc, l'exclusion, les lois, mais les lois sont faites, et les lois peuvent aussi parfois être contestées. C'est cela même la base de la démocratie. Que serait un système où les lois ne pourraient pas être contestées? Or, dès lors qu'une loi exclut, et on a vu dans l'histoire, à de multiples reprises, des lois qui excluaient, il faut partir des victimes. Et il faut aussi pratiquer ce qu'on appelle l'empathie. Il faut imaginer ce que sont ces gamines qui aujourd'hui sont exclues du système scolaire. La République n'est pas un coup près. La République n'est pas une guillotine. La République est un consensus. La République n'est pas un club privé pour blancs dans lequel on devrait montrer patte blanche pour entrer. Le monde aujourd'hui est divers. Alors dire que c'est la loi ou rien, je pense que c'est une approche
qui n'est pas celle d'un grand nombre de personnes. Revenons au contenu de cet appel. Alors l'appel des indigènes... à quoi voulez-vous sensibiliser les politiques, les décideurs en France? Nous voulons sensibiliser à deux choses. D'une part, ce que l'on appelle le continuum colonial, à savoir la persistance dans ce pays d'une approche, et je crois que la démonstration en a été faite, la persistance dans ce pays d'une approche, d'un regard qui ne s'est pas débarrassé encore, eh bien, d'une vision hiérarchisée des hommes. Parce que c'est bien d'hommes dont nous parlons. Ce n'est pas de loi ni de concept. Il s'agit d'hommes et de femmes dont nous parlons. Il s'agit d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants qui sont en souffrance. Nous ne sommes pas là en train de manipuler des concepts ou en train d'ergoter sur ce que pourrait être la République idéale. Nous disons comment vivre ensemble, comment faire ce vivre ensemble. Or, nous constatons que dans ce pays, et pas uniquement dans ce pays, ce n'est pas à Renan, et ce n'est pas Monsieur Renan qu'il faut invoquer à tour de bras pour parler de ce qu'est la République ou pas. C'est comment ces hommes et ces femmes ici vont-ils faire pour vivre sans exclusion. Et je répète, l'appel des indigènes, prenez-le. L'appel des indigènes n'est absolument pas un appel ethnique, ni un appel communautaire. Prenez la liste des noms. Indigènes, la liste, oui, mais justement. Si vous utilisez ce mot, c'est qu'il a un sens. Bien sûr. Et ce sens-là, ce sens est un sens politique. Oui. Ça n'est pas un sens historique au sens propre du terme. Donc c'est juste de la provocation pour sensibiliser. Ça n'est pas une provocation, c'est un état de fait. Oui. Voyez-vous, juste deux mots là-dessus sur ce terme même d'indigène. Je pense que c'est important. Oui. Dans les années 80, on en était, au moment de la marche des beurs, on en était à constater les choses, à dire attention, si les choses continuent, effectivement, va se créer dans ce pays une hiérarchie, une division terrible pour l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, en 2005, nous en sommes à dire, malheureusement, le mal est fait. Il y a aujourd'hui une fracture sociale et une fracture coloniale qui, malheureusement, s'alimentent l'une l'autre. Et désormais, nous sommes considérés comme des indigènes. Et nous le faisons pour dire les choses. Non pas pour pleurer, mais pour dire les choses. Et pour dire ce pays et ce peuple et ces populations méritent autre chose. Indigène est quelque chose que nous voulons mettre à l'ordre du jour pour qu'effectivement ce pays ait un sursaut salvateur. Et non pas la récrimination perpétuelle. Ce pays mérite un sursaut, Alain Finkielkraut. Un mot encore sur la loi. Je disais au moment de terminer ma première intervention, oui, que la plupart des hommes politiques et des intellectuels sollicités de réfléchir à la question du foulard étaient opposés à une laïcité trop rigoureuse. Je répète d'ailleurs que la laïcité a été très rigoureuse à l'égard de l'Église catholique, et alors là on ne peut pas parler de colonialisme, mais elle l'était beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard de l'islam. Ça a été extrêmement violent. Beaucoup de gens n'aimaient pas ce visage-là de la laïcité, simplement ils ont été saisis du problème par des témoignages de jeunes filles qui leur demandaient d'exclure le foulard pour les libérer elles-mêmes de la pression des intégristes. Et j'ajoute que ce problème-là, plus général, n'est absolument pas posé par la pétition. Le paysage, nous vivons dans une situation extraordinairement difficile, et de cette situation, la pétition ne donne qu'une vision manichéenne, en noir et blanc. Et par exemple, on nous dit que la gangrène coloniale s'empare des esprits. Et, comme exemple, autre exemple, deuxième à mes yeux agression contre le réel, on parle d'une frange active du monde intellectuel, se transforme en agent de la pensée bouchienne, je cite, et par exemple, ils peuvent parler d'un antisémitisme dans le monde parmi les arabo-musulmans. Mais tout simplement, on en parle parce qu'il existe. En parler parce qu'il existe, ce n'est pas stigmatiser une communauté, c'est dire qu'il existe. Et la République est aussi soumise à ce défi. Un rapport a pas été publié, a été commandé par le ministère de l'Éducation nationale sur précisément ce qui se passe aujourd'hui dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges de ce qu'on appelle les cités sensibles. Et voici ce que dit ce rapport. Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette.
Juliette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal ou du haram. Ce qui fait qu'il y a une contestation grandissante de Madame Bovary, du Tartuffe, et bien entendu des cours qui peuvent porter sur les croisades, sur l'affaire Dreyfus ou sur la Shoah. Ça, c'est aussi un phénomène auquel la République est exposée. Alors, c'est rapidement, est-ce qu'il ne manque pas dans les livres scolaires et les références que vous citez, quand on regarde la France d'aujourd'hui, d'autres références qui mériteraient aussi d'être présentes, comme la référence à l'esclavage, comme la référence à la période coloniale? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais d'abord, la référence à la période coloniale.